Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 13 mai 2026 et notre cher ami Alastair Crooke est avec nous. Ravi de te retrouver, Alastair. Merci. C'est toujours un plaisir, Nima. C'est un vrai plaisir, Alastair, de t'avoir avec nous. Et surtout, allez juste sous le nom d'Alastair. Vous trouverez conflictforum.substack.com. Si vous allez sur ce site et que vous vous abonnez à sa page Substack, vous aurez accès à des analyses très approfondies sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi sur l'Ukraine et plus largement sur toute la politique étrangère des États-Unis. Alors, Alastair, commençons par l'actualité immédiate. Il y a quelques instants, on a appris que Donald Trump est arrivé en Chine et qu'il va s'entretenir avec Xi Jinping. Avant de parler des principaux objectifs de ce voyage, notamment en ce qui concerne les deux conflits, en Ukraine et au Moyen-Orient, comment évalues-tu la situation des États-Unis au Moyen-Orient? C'est un point crucial, vraiment essentiel, parce qu'il a un impact direct sur l'économie mondiale. C'est pour ça que cette question est si importante. Et récemment, on a eu l'opération ou le projet appelé Freedom. Au bout de 24 heures, Donald Trump a annoncé que c'était terminé, parce qu'il semble que l'Iran dispose d'une certaine influence dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'y mettre fin après seulement 24 heures. Au Moyen-Orient, on se retrouve avec cette situation de blocus, en fait deux blocus, celui de l'Iran et celui des États-Unis, qui bloquent le blocus iranien. Et tout ça a des conséquences importantes pour la région, ainsi que pour la situation à laquelle Donald Trump est confronté alors qu'il se trouve en Chine, en train de discuter avec Xi. Eh bien sûr, l'épicentre de tout ça, c'est la guerre contre l'Iran. C'est évident, mais les répercussions, les conséquences vont bien au-delà de l'Iran. Elles se propagent dans le monde entier. L'Iran, en réalité, on y reviendra peut-être un peu plus tard, c'est un événement géopolitique majeur. Ça va presque certainement transformer le Golfe, mais ça aura aussi d'autres effets. Je peux déjà vous dire que les leçons tirées de l'Iran, les leçons de sa guerre asymétrique, sont très visibles en Chine. Franchement, il serait impensable d'imaginer que les Chinois, en voyant Taïwan encerclé par de grands navires américains, n'aient pas remarqué les petites vedettes rapides iraniennes, les missiles anti-navires et cette tactique d'ESM qu'a utilisée l'Iran contre le blocus naval d'Ormuz. Et quand on parle de Taïwan, évidemment, les Chinois réfléchissent à la manière de gérer une éventuelle forme de blocus naval américain, ou même un blocus de la Chine dans son ensemble. Parce que vous savez, ils ont lentement fortifié les îles de première ligne au large de la Chine, peut-être en préparation d'un blocus à cet endroit. Et bien sûr, la Russie aussi a remarqué comment la puissance militaire de l'Iran, l'usage progressif de missiles sophistiqués contre Israël, a créé une forme de dissuasion. L'Iran a réussi à établir cette dissuasion sans forcément devoir entrer dans une guerre totale. Mais cela a tout de même causé d'importants dégâts à Israël, tout en donnant à l'Iran une capacité de dissuasion, ce qui est essentiel. Et donc, alors que la Russie fait face à l'Europe, avec des missiles d'origine européenne qui survolent l'espace aérien de l'OTAN pour frapper près de Saint-Pétersbourg et des raffineries situées au cœur du territoire russe, la Russie, bien sûr, aura pris note de tout cela. Elle le fera dans le contexte de ce qu'elle compte faire vis-à-vis des Européens et de leur rôle dans la facilitation de ces attaques contre la Russie continentale. La Russie du territoire national. Cela n'a rien à voir en soi avec l'Ukraine. C'est fondamentalement une série de provocations contre la Russie. Les effets commencent donc à se propager. Mais vous me demandez, quel est l'état des choses en ce moment? Eh bien, c'est une impasse.
Une impasse parce que les États-Unis ont présenté leurs conditions à l'Iran et que l'Iran les a rejetées. Les termes présentés lors de la conférence d'Istanbul n'avaient aucun rapport avec le plan en 12 points proposé par l'Iran, un plan que Trump avait d'ailleurs jugé raisonnable comme base de discussion avant la rencontre. Ce qui s'est passé à Istanbul était vraiment exceptionnel. Pendant toute la conférence, le vice-président Vance, qui dirigeait en quelque sorte la délégation américaine, passait son temps au téléphone. Il a appelé ou reçu des appels de la Maison-Blanche 11 fois au cours de cette seule journée. Et d'après plusieurs rapports, américains et autres, on sait assez bien que la Maison-Blanche lui répétait sans cesse « Référez-vous à Netanyahou, tenez Netanyahou informé et vérifiez avec lui ». Je veux dire, que ce soit Netanyahou ou quelqu'un d'autre, le chef d'état-major. Mais nous tous, on était, vous savez, sous l'œil attentif de Witkoff et de Kushner dans la salle, avec Netanyahou au bout du fil, consulté à plusieurs reprises apparemment. Alors la question, c'est que depuis, les États-Unis, enfin très brièvement, ont dit qu'ils n'aimaient pas ça. Trump a dit qu'il n'aimait pas ça. Il n'acceptera pas, vous savez, la nouvelle proposition que l'Iran a mise sur la table. Inacceptable, écrit-il en majuscules. On ne va pas avoir ça. Et donc on est dans cette impasse, en attendant cette visite en Chine. Mais les conséquences de tout ça, je pense, vont bientôt se faire sentir. Jusqu'ici, tout ça restait un peu abstrait. On a tous entendu parler, vous savez, de la crise de l'énergie. On dit que ce sera l'un des pires chocs énergétiques depuis 1973. Donc oui, tout le monde en parle, mais à part dans quelques endroits précis, on ne l'a pas encore vraiment ressenti. En Irlande, par exemple, là on le sent. Il y a eu des manifestations dans la rue parce que l'essence, ou l'essence comme on dit là-bas, est tout simplement introuvable. Les gens ne peuvent plus emmener leurs enfants à l'école, ni aller travailler. Donc forcément, il y a beaucoup d'inquiétudes face à la situation. En Australie, ils sont presque à court. Mais dans l'ensemble, les effets ne se sont pas encore vraiment fait sentir. Cela dit, je pense qu'on est à la 11e heure et que l'impact va se faire sentir très vite et de manière assez brutale pour la plupart des Européens et des Américains. L'inflation, elle, est déjà visible. Les hausses de prix dans les magasins sont évidentes en Europe. C'est le début de la colère en Europe. Déjà, on remarque la hausse des prix et on parle de commerçants qui en profitent. Vous allez dans un magasin, un produit coûte un certain prix et dans un autre, il est 3 fois plus cher. Vous savez ce qui se passe quand l'inflation s'installe. Moi, j'ai vécu un moment en Amérique du Sud, à une époque où l'inflation atteignait 1000%. Vous détournez le regard une demi-heure et le prix a déjà augmenté, souvent bien plus que ce qui est justifié. Eh bien, c'est ce qui se passe maintenant. Ça touche déjà l'Europe. Et bientôt, les vols vont soit être annulés, soit devenir hors de prix. Quand je dis hors de prix, je veux dire peut-être 3 fois plus cher. Autrement dit, complètement inaccessible pour presque tout le monde, sauf pour les élites et l'oligarchie. Je pense qu'on est vraiment au bord du gouffre, parce que ça fait un moment maintenant que les derniers pétroliers sont arrivés en Europe. À mon avis, on est probablement à une semaine du moment où la crise va devenir réelle, plus du tout abstraite, mais concrète, palpable, et où les gens vont commencer à en souffrir. Et ça va provoquer une crise politique dans beaucoup d'endroits, selon la durée que ça prendra, mais il y aura bien une crise. Donc oui, c'est sérieux, et ça va être bien plus profond que ce que beaucoup redoutent. D'abord, les stocks, qu'ils soient commerciaux ou stratégiques, sont quasiment épuisés. Il reste de quoi tenir un jour ou deux, pas plus.
Et vous savez, c'est fondamentalement la faute de Trump, si je peux le dire clairement. Parce qu'il y a aux États-Unis des gens qui avaient bien compris que quand ça frapperait, ça aurait un impact profond sur l'économie mondiale. Je pense que Trump, par excès de confiance, a imaginé que l'Iran allait céder très vite, plus vite qu'il ne faudrait, pour s'inquiéter de la baisse des stocks. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En réalité, l'Iran s'est même renforcé. Comme vous le savez sans doute, le Guide suprême vient de poser 5 préconditions, plus dures, mais tout à fait raisonnables d'un point de vue géopolitique, pour qu'il puisse y avoir de futures discussions ou négociations. Je pense qu'il y a aussi autre chose, évidemment, dont on n'a encore vu aucun signe. C'est tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement. Elles tremblent, elles vibrent un peu, mais à mon avis, elles sont sur le point de céder. Certaines vont casser, c'est sûr. Et ça va avoir des conséquences. Certaines seront mineures. Par exemple, des gens ne pourront plus acheter de papier aluminium pour leur cuisine. Mais d'autres toucheront peut-être l'alimentation ou des produits essentiels. Voilà, c'est à peu près la situation, pendant que Trump s'envole pour la Chine avec une bande d'oligarques à bord de son avion. Donald Trump était frustré par la réponse iranienne. Après 4 jours, il a dit qu'ils auraient pu répondre en 10 minutes avec ce document. Il l'a qualifié de poubelle, le papier, le document. C'était de la poubelle selon lui, parce qu'ils n'avaient pas, comme vous l'avez mentionné, capitulé. Ils posaient leurs propres conditions, leur propre point de vue, qui repose en gros sur un plan en 10 points que l'Iran avait déjà présenté aux États-Unis. Et maintenant, il l'appelle un plan en 14 points. Et quand on regarde ce plan que l'Iran a envoyé aux États-Unis, l'un des premiers points, c'est de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Je pense que c'est l'un des points les plus difficiles de ce plan, parce qu'on sait que les États-Unis, d'une certaine manière, ne pourraient pas empêcher Israël d'attaquer le Liban, par exemple. Ce n'est pas juste, pardon de vous interrompre, mais non, ce n'est pas le cas. Vous savez, on ne peut pas vraiment laisser Israël de côté, mais revenons-y plus tard. Pour ce qui concerne les États-Unis, est-ce que Trump est capable d'offrir à l'Iran ce qu'il veut, c'est-à-dire une garantie qu'il n'y aura plus de guerre, ni maintenant, ni plus tard, et que cela inclurait le Liban, l'Irak et d'autres parties de la région? Comment pourrait-il faire ça? D'abord, personne ne fait confiance à sa parole. Il a déjà trompé l'Iran à 2 reprises pour le pousser à participer à des négociations, alors qu'en même temps, il préparait une attaque surprise pour éliminer sa direction. Donc comment qui que ce soit pourrait-il croire ce qu'il dit? Oh, il n'y aura plus d'attaque. Deuxièmement, la seule façon de penser que cet accord pourrait être plus solide, ce serait qu'il soit soumis au Congrès et qu'il devienne un traité entre l'Iran et les États-Unis. Mais ça n'arrivera pas. Tout simplement parce que les structures et les mécanismes institutionnels du Congrès américain ne permettront pas que cela passe. C'est bloqué, structurellement, pour empêcher que ça se produise. Et puis, bien sûr, en dernier recours, on pourrait le porter devant le Conseil de sécurité, mais ce serait presque à coup sûr veto par les États-Unis. Alors comment cela pourrait-il avancer? Eh bien, évidemment, le principal pouvoir de veto dans ce processus de fin de guerre, c'est Netanyahou, qui ces derniers jours a déclaré clairement « Non, la guerre doit continuer ». Ce n'est pas fini, et ça doit continuer. Et Trump doit revenir et relancer la guerre. Netanyahou, d'une certaine manière, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, semble diriger les opérations. Et on a l'impression que Trump a très peu de marge de manœuvre dans tout ça. Parce qu'il faut être clair, si ça continue pendant un certain temps, ce sera extrêmement dommageable pour l'économie mondiale, pour l'économie américaine et aussi pour d'autres pays.
les Européens, entre autres. Et ça aura des conséquences politiques pour lui, à l'intérieur même des États-Unis. Pourtant, il semble déterminé à peut-être attaquer à nouveau l'Iran. Il dit, en gros, qu'il va, disons, déchaîner l'enfer sur l'Iran, ou quelque chose dans ce genre-là. Au fil du temps, on a connu plusieurs variantes. Mais en pratique, tu sais, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est de plus en plus reconnu dans le monde entier. Cette manière de faire la guerre, que les Américains utilisent depuis la guerre froide, consistant d'abord à dépenser plus que l'Union soviétique, à la pousser à se surmener financièrement en essayant d'égaler les dépenses américaines et leurs armes de pointe. Eh bien, ça n'a tout simplement pas marché face à la guerre asymétrique iranienne. Pas du tout. Du coup, il n'a pas beaucoup d'alternatives. Ses options à ce stade, s'il revient à cette logique, seraient soit d'essayer de s'emparer de quelque chose, l'île de Karg, Hachem, ou certaines parties de l'Iran, qui sait, soit de tenter de récupérer l'uranium enrichi. Mais d'abord, il faut dire que c'était un échec, et même un échec bien plus grave que ce qui a été reconnu publiquement. Beaucoup d'avions étaient impliqués, beaucoup de personnes, du personnel, des forces spéciales américaines. Ils ont été pris en embuscade par l'Iran, près d'Ispahan, sur un aérodrome que les Iraniens surveillaient. Et Joe Kent l'a dit très clairement, cet homme qui dirigeait l'unité de contre-espionnage aux États-Unis, ancien officier de l'armée, hautement décoré, et tout le reste, il a démissionné pour protester contre la guerre en Iran. Mais Joe Kent a déclaré haut et fort que si l'Amérique tentait d'intervenir au sol en Iran, ses soldats seraient pris en otage. Ils risquaient d'être capturés ou de provoquer une catastrophe, un fiasco total. Et il a dit, vous, Monsieur Trump, vous subirez le même sort que Carter en 1979, après l'échec de la tentative de sauvetage des otages à Téhéran. Et je pense que ça l'a vraiment blessé. Je veux dire, il n'a pas aimé la comparaison avec Carter, ni qu'on lui rappelle ce qui est arrivé à Carter ensuite. Bien sûr, il a perdu la présidence. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une vraie option pour lui. Il a dit que ce serait dangereux, risqué, je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. Ou alors, l'autre option, celle qui reste toujours ouverte aux États-Unis et à Israël, c'est de bombarder massivement les zones civiles, principalement parce qu'ils ont épuisé leur banque de cibles depuis longtemps. Ils n'ont plus vraiment de nouveaux objectifs à frapper. Ils ont bombardé ces montagnes où se trouvent des villes de missiles en dessous, sans interruption pendant tout ce temps. Les montagnes paraissent un peu plus sombres, plus noires, à cause des conséquences. Mais ça n'a pas touché les arsenaux de missiles de l'Iran, ni ses capacités de production. L'impact n'a pas vraiment été sévère sur ces deux points. Alors, que faire? Eh bien, j'étais au Liban, dans le sud du pays, en 2006, pendant la guerre. Quand Israël a attaqué, on disait « ce sera fini en une semaine ». Cette offensive contre le Hezbollah au Liban sera rapide, ne vous inquiétez pas. Leur liste de cibles s'est épuisée au bout de 5 jours environ. Et alors, ils ont fait ce qui semblait évident. Ils ont commencé à bombarder des zones civiles, des hôpitaux, des écoles. Exactement ce qu'on voit aujourd'hui à Téhéran. Et puis vous savez, ils ne peuvent pas aller voir leur patron et lui dire « Désolé, je crois qu'il va falloir annuler parce qu'on ne sait plus quoi bombarder ensuite ». Alors ils trouvent quelque chose à bombarder, peu importe si c'est absurde. Mais ça ne sera pas efficace. Ça ne changera rien à la situation. Ça va juste tuer encore plus de gens, provoquer plus de souffrance et de sacrifices. Et ça, visiblement, ça ne les touche pas. Il n'y a aucune empathie pour ceux qui vont souffrir. Peut-être parce qu'ils sont tellement habitués à voir Israël provoquer ce genre de drame à Beyrouth ou ailleurs, qu'ils s'en moquent complètement.
Donc je ne sais pas trop. Et puis, il y a un autre aspect, plus discret, qui entre en jeu sans qu'on le voie vraiment. Quand il a proposé ça, ou même des méthodes encore plus dures contre l'Iran, la plupart de son équipe, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre Hegseth, Secretary of War, Hegseth. But bar him, I think maybe one other. à part lui, peut-être une autre personne. Mais à part lui, tous ont dit, vous savez, que ce n'était pas possible, parce que ce serait un crime de guerre. Et je pense qu'il y a une peur grandissante parmi les responsables, peut-être pas tellement au sein du gouvernement lui-même, mais chez des fonctionnaires de rang inférieur, que le simple fait de bombarder des civils ou de les priver d'électricité ou d'eau constitue un crime de guerre. Les États-Unis ne mettront sans doute rien de tout cela en œuvre, mais selon la loi actuelle, certains responsables pourraient se retrouver extradés par d'autres pays. Je crois que cela commence à créer une certaine résistance au sein du Pentagone. Pas une résistance qui ne puisse pas au final annuler ou renverser. Mais malgré tout, les gens commencent à remettre en question des ordres qui sont clairement de nature criminelle. Those of a criminal nature. L'évaluation, d'ailleurs publiée par le New York Times, montre que l'Iran dispose d'environ 70% de ce qu'il avait avant le début de cette guerre, en termes de missiles. Et le nouveau rapport, toujours du New York Times, indique que les services de renseignement estiment que l'Iran a retrouvé l'accès à près de 90% de ses installations souterraines de stockage et de lancement de missiles à travers le pays. Alors, voilà la nouvelle situation. Comment tu vois ça, Alastair? Tu as mentionné que les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que cette guerre dure plus de 4 jours, par exemple. Et aujourd'hui, comme tu viens de le rappeler, Benjamin Netanyahu, dans sa récente interview à l'émission 160 minutes, a déclaré que nous étions à quelques mois de la fin de la guerre en Iran. Ce qui veut dire que, s'il parle de mois, on peut imaginer que pour l'Iran, cela pourrait durer des années. Et la guerre, du côté de Donald Trump, la rhétorique c'était « ça va durer quelques semaines, on va mettre fin à la guerre ». Et avec la situation actuelle, le stock de missiles et les intercepteurs, la situation des systèmes radars dans les pays du Golfe, avec Israël aussi, est-ce que vous pensez que Donald Trump, s'il déclenche une nouvelle guerre, imaginons qu'il rentre aux États-Unis, qu'il revienne vendredi, et supposons qu'à la fin de la semaine, pendant le week-end, il décide d'attaquer samedi ou dimanche, qu'il fasse quelque chose contre l'Iran. Quelle serait la stratégie à long terme? Selon le rapport, on n'en voit pas vraiment, parce que, comme je l'ai déjà dit, le projet Freedom a échoué. L'Iran a maintenant l'avantage dans le Golfe Persique, et aucun de ces pays du Golfe n'est en mesure de changer la donne, vous voyez? Il n'y a pas de stratégie. There is no strategy. I mean, it's a mistake, and it's not something that you can discuss. Je veux dire, c'est une erreur. Et ce n'est pas quelque chose dont on peut vraiment discuter de façon rationnelle, en se demandant, est-ce qu'il ferait ceci? Est-ce qu'il ferait cela? Ça dépend simplement de son humeur quand il se réveillera samedi prochain, de ce qu'il décidera de faire. C'est complètement arbitraire. Tout est déterminé par son état mental, qui n'est pas très bon. Il suffit d'écouter certaines de ses déclarations pour s'en rendre compte. C'est délirant. Et en plus, il croit vraiment à ses propres délires. Il s'en laisse convaincre, alors que tout le monde voit bien qu'ils n'ont aucun rapport avec la réalité. Donc, ce n'est pas une stratégie, loin de là. La seule chose qui compte pour lui, c'est de s'en sortir en ayant l'air d'avoir gagné. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de vraie stratégie sur l'Iran, ni sur le Moyen-Orient, ni sur quoi que ce soit d'autre. Ce qu'il veut, c'est une victoire. Il veut pouvoir dire qu'il a gagné pour ensuite se concentrer sur les élections de mi-mandat. Franchement, ça ne sert à rien de regarder ce que dit le New York Times. La CIA affirme qu'il se trompe presque toujours sur les élections,
pour toutes sortes de raisons, mais ils se trompent. Et puis, ils sont influencés aussi par le fait que tellement de gens, combien de généraux ont été renvoyés du Pentagone, déjà. Si vous ne dites pas « Oui, c'est formidable, on est tous dans l'équipe pour cette guerre », ou peu importe laquelle, eh bien vous êtes écarté. Donc au fond, il n'y a pas de stratégie, à part le fait que Trump ne veut surtout pas passer pour un perdant, ni être perçu comme tel. Et c'est pour ça qu'il est très réticent à vraiment engager une négociation nucléaire. Il préférerait largement que l'Iran lui remette simplement l'uranium enrichi. Comme ça, il pourrait le montrer fièrement et dire « Regardez, je l'ai. Maintenant, l'Iran ne pourra jamais avoir d'armes. On a réussi. Une grande victoire. » Mais la question nucléaire, pour lui, est bien plus compliquée. Parce qu'au fond, l'un de ses sentiments les plus forts, c'est sa rancune envers Obama, sa jalousie envers Obama. Il lui faudrait donc un accord nucléaire qui soit manifestement meilleur que celui du JCPOA, celui de l'époque d'Obama. C'est le seul moyen de satisfaire son ego. Et ça, ce n'est tout simplement pas possible. Je ne pense pas que qui que ce soit aux États-Unis croit qu'un meilleur JCPOA puisse voir le jour. Et enfin, je veux dire, écoutez, je ne cherche pas à deviner ce que la direction iranienne va faire. Mais, franchement, après avoir suivi les méandres du JCPOA depuis une vingtaine d'années, à la fois en Iran et à l'extérieur, je n'arrive pas une seconde à imaginer pourquoi l'Iran choisirait de retourner en prison, la prison des sanctions. Et puis on nous dit, elles seront levées progressivement. Ah oui? Quand est-ce que ça s'est déjà vu? Allons, soyons sérieux. Les sanctions contre l'Iran ne seront jamais levées petit à petit. Je suis désolé de le dire, mais il faut briser ce système. Le paradigme doit être complètement renversé. Et la seule façon d'y parvenir, c'est le détroit d'Ormuz, parce que c'est ce qui détruit réellement le cadre même des sanctions. Et ça commence aussi à fragiliser tout le cadre de la sphère économique dominante, celle du voisinage de l'Iran. Et là, je parle de, je ne sais pas quel est le meilleur mot, disons, l'arbitrage, la manipulation, la financiarisation de l'économie de Wall Street comparée à l'économie réelle. Mais c'est bien pour ça que les États du Golfe ont été créés. Depuis 1973, leur rôle, c'était en quelque sorte d'être une tirelire où s'accumulaient tous les revenus du commerce du pétrole avant d'être transférés à Wall Street pour financer cette économie financiarisée. Une économie de produits dérivés, d'options, d'alternatives, où on gagne de l'argent sur une transaction dans la journée, mais pas en fabriquant des choses, ni en faisant du commerce réel, ni en rendant un vrai service. En fait, tout ça repose, vous savez, sur le délit d'initié et la manipulation des prix et des marchés sous bien des formes. Donc l'économie s'est orientée dans cette direction, et c'est celle du Golfe dont on parle. Et quand l'Iran réfléchit à son avenir et à sa jeunesse, il doit être conscient de l'attrait constant, si l'on peut dire, de ce type d'économie à la Bloomberg pour les jeunes Iraniens, au moment où ils cherchent à décider de ce que sera l'avenir du pays. Comment ces jeunes Iraniens, ceux de 18 à 20 ans, vont-ils se percevoir comme Iraniens? Qu'est-ce que cela voudra dire, être Iranien dans le futur? Il faut trouver une manière de traduire tout ça dans le monde moderne. Parce que ces jeunes Iraniens, tout comme les jeunes ici en Europe, ils veulent porter des chaussures de marque, des vestes élégantes, avec les bons logos. Mais en même temps, ils sont aujourd'hui aussi des révolutionnaires. Ils deviennent assez populaires, avec une pensée plutôt radicale. Et on a l'impression qu'il y a un second souffle de la révolution, né de cette guerre. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que l'Iran d'il y a, disons, 5 semaines, n'est plus le même qu'aujourd'hui. L'Iran d'aujourd'hui est très différent. L'esprit, l'éthique, les valeurs de la révolution sont revenus, ils ont redonné vie aux gens et à la politique. Donc,
Oui, c'est visible au niveau populaire, chez les jeunes surtout. Ceux qui sortent chaque soir dans les rues, agitent des drapeaux, participent aux défilés. Mais c'est aussi vrai au niveau de la direction. Les dirigeants, eux aussi, ont été influencés par cette atmosphère, par les émotions qui montent de la rue. By the atmosphere, the sentiments on the streets. They can read the ground. Ils savent lire la situation sur le terrain. C'est en partie pour ça, je pense, qu'on entend aujourd'hui un ton beaucoup plus défiant, si je peux dire, dans les conditions préalables à toute négociation. La négociation n'est pas exclue, mais les conditions sont claires. La fin de la guerre, la levée des sanctions, le retour des avoirs financiers et ainsi de suite. Et ces conditions doivent être respectées. Or, Trump ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas promettre la fin de la guerre. Il ne peut pas lever les sanctions. Il ne peut pas, et il ne le fera pas. Il ne fera rien qui aille à l'encontre de ce que les Israéliens considèrent comme leur intérêt. Et leur intérêt, ce n'est pas un accord négocié avec l'Amérique, mais la défaite et la destruction de l'Iran en tant qu'État fonctionnel et son éclatement en petits États ethno-confessionnels. Voilà. Alors, comment peut-on parler de négociation? Moi, personnellement, je ne crois pas à la négociation. Et de toute façon, je ne pense pas qu'une négociation soit possible. On finira par s'entendre avec les États-Unis, avec Trump à ce stade ou dans un avenir prévisible. Voilà où on en est. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va revenir et, vous savez, frapper à nouveau l'Iran? Ça ne servira pas à grand-chose. Ça ne changera pas sa situation. Au contraire, ça pourrait même l'aggraver, parce que l'opinion américaine est de plus en plus opposée à la guerre contre l'Iran. Donc ça pourrait empirer sa position, faire baisser sa cote de popularité. Mais ça ne changera rien. Donc on voit bien que pour l'instant, il mise sur autre chose. Il va aller en Chine. D'ailleurs, il est en Chine en ce moment. Il dira aux Chinois, il dira à Pékin, « Écoutez, ça ne peut plus durer. Les dégâts sont trop importants. Vous devez dire clairement, même de manière informelle, à Téhéran qu'ils doivent capituler face aux États-Unis. » Et je ne pense pas que ça va arriver. Je ne crois pas que la Chine fera ça. Je pense que la Chine a été très favorable, voire enthousiaste, à l'idée que l'Iran cherche à retrouver sa souveraineté. Ils voient ça comme quelque chose d'admirable. Et je pense aussi qu'ils ne sont pas vraiment... Enfin, je ne serais pas surpris, parce qu'on le voit souvent dans la presse. La vision américaine, c'est que la Chine est prise en étau à cause de l'affaire d'Ormuz, et que du coup, la Chine se rangerait volontiers du côté des États-Unis pour dire à Téhéran d'ouvrir le détroit. Moi, je n'y crois pas. Je veux dire, d'abord, la Chine n'est pas vraiment touchée par ce qui se passe à Ormuz. Les chiffres du mois d'avril montrent que les importations de pétrole de la Chine ont atteint 90% de leur niveau habituel. Et on sait que des pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz, chargés de pétrole à destination de la Chine, en suivant les protocoles établis par l'Iran. Donc, il ne semble pas qu'ils aient eu de difficultés particulières avec ces protocoles ou avec la méthode, puisqu'ils les ont utilisés tout ce temps. Je ne pense donc pas qu'ils vont se sentir obligés de changer quoi que ce soit. Et puis, Trump, lui, a très peu de levier face aux Chinois. En réalité, c'est même l'inverse. Il arrive là-bas sans une série de victoires à faire valoir. Il y va pour dire aux Chinois ce qu'ils devraient faire pour l'Amérique. Mais d'un autre côté, regardons les choses autrement. Il n'y a plus grand-chose que la Chine veuille vraiment des États-Unis aujourd'hui. Peut-être quelques avions, c'est possible. Je pense que ce serait plutôt un geste, pas une nécessité économique, mais une décision politique. Ils pourraient acheter un peu de soja, par exemple. Parce que si je ne me trompe pas, ils en ont surtout acheté au Brésil pendant cette période. Je ne suis pas certain, mais je crois bien que c'est le cas. Donc ce n'est pas comme s'il manquait de soja
ou qui dépendait des États-Unis pour ça. À mon avis, il n'en sortira pas grand-chose. Mais, sans aucun doute, il y aura quand même quelque chose à montrer. Je veux dire, il a emmené avec lui dans l'avion toute une délégation d'hommes d'affaires et d'oligarques pour aller en Chine. Et le but, clairement, c'est de pouvoir dire ensuite, regardez, on a conclu des affaires pour des milliards. Oh, we've done billions. I mean, billions pouring into the United States. Je veux dire, des milliards affluent vers les États-Unis. Je pense qu'en réalité, la Chine sera assez avare envers Trump. Ils sont franchement très en colère contre lui et particulièrement rancuniers à cause des sanctions imposées à leurs petites raffineries, les 5 raffineries, et à cause d'autres restrictions. Même dans les derniers jours avant son départ pour la Chine, de nouvelles sanctions seront annoncées. Et je crois qu'ils en ont vraiment assez de tout ça. Donc je ne pense pas que ce sera... Enfin, vous savez, les Chinois sont toujours extrêmement polis et courtois, alors ils vont le recevoir de manière très correcte. Ils lui offriront tout l'apparat d'une visite d'État. Est-ce qu'il en sortira quelque chose de stratégique? Je ne peux pas le dire, mais j'en doute fortement. I can't tell, but I rather doubt it. Vous savez, depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de lignes rouges ont été franchies par les États-Unis. L'une d'elles, c'est que les deux superpuissances se retrouvent à s'affronter en Ukraine. Avant le début du conflit, personne n'aurait imaginé que ça puisse arriver. Et pourtant, c'est bien le cas. Cela fait maintenant plus de 4 ans que la guerre en Ukraine dure. Puis, il y a eu la guerre au Moyen-Orient. Mais dans la guerre en Ukraine, on n'a jamais vu la Russie attaquer des bases américaines en Europe, par exemple. En revanche, la guerre au Moyen-Orient a d'une certaine manière poussé l'Iran à frapper des bases américaines dans les pays du Golfe, parce qu'il ne peut pas attaquer les États-Unis directement, trop loin de son territoire. L'Iran doit donc viser les pays du Golfe et Israël. C'est pour ça qu'il y a eu ces attaques en Israël. La réalité de la présence des bases américaines, d'une certaine façon, est en train d'apparaître au grand jour. Quel est donc l'objectif principal de ces bases américaines? Et si elles ne sont même pas capables de se défendre elles-mêmes, comment pourraient-elles défendre le pays hôte ou d'autres nations? Et puis, comment voyez-vous la situation actuelle? Beaucoup de gens ont l'impression qu'on avance, d'une certaine manière, vers une nouvelle guerre mondiale, ou que tout est en train de s'intensifier. D'un autre côté, on peut aussi dire que ces conflits révèlent les limites des États-Unis, sur le plan militaire comme géopolitique, et que cela pourrait, au fond, être bénéfique pour l'avenir du monde, pour la paix. Alors, où vous situez-vous entre ces deux visions? Sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle guerre mondiale? Ou bien allons-nous vers un avenir meilleur, le jour où les États-Unis reconnaîtront leurs limites? Eh bien, j'ai récemment écrit un article sur les leçons de la guerre en Iran. Il est disponible sur Substack pour ceux que ça intéresse, et j'en prépare un autre en ce moment qui devrait être en ligne plus tard dans la journée probablement. Sur conflictsforum.substack.com, juste en dessous de votre nom et de votre photo, vous pouvez le trouver. Merci. Oui, c'est exact, parce que ce n'est pas à mon nom. C'est au nom de Conflict Forum. C'est sous Conflict Forum, l'organisation avec laquelle nous faisons ce travail. Et j'ai fait remarquer que vraiment ce que cette dernière période a montré, c'est que la manière américaine de faire la guerre est morte, complètement dépassée. Elle a été conçue pendant la guerre froide contre l'Union soviétique. L'idée, c'était de dépenser plus que la Russie, de la pousser à se surexploiter, avec des avions extrêmement coûteux, dans le but de mener une guerre aérienne et, si l'on veut, d'imposer une domination dans les airs comme mode principal de guerre. Et cela semblait justifié, puisque l'URSS s'est effectivement effondrée. Mais je pense que tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que ce n'était pas seulement à cause de l'effort militaire américain.
C'était aussi dû à une sorte de dégradation interne du système soviétique. Deterioration within the Soviet system. So they have stuck with it. Mais ils s'y sont accrochés, sans se rendre compte du changement tectonique qui s'est produit depuis cette époque. Ils l'ont ignoré, ils n'y ont pas prêté attention. Et ce changement, c'est que alors qu'ils avaient tout fondé sur, vous savez, ce modèle de guerre très coûteux, tout à coup, les composants électroniques sont devenus disponibles partout et à des prix dérisoires. Dans le reste du monde, il y avait plein de jeunes, brillants, formés dans des écoles d'ingénieurs et des universités techniques qui savaient parfaitement les utiliser. Et là, on a vu apparaître les premières possibilités d'une guerre asymétrique. Par exemple, un système d'interception fabriqué par l'Iran pouvait coûter quelques centaines de dollars, alors qu'un missile Patriot en valait 17 millions. Et ça a complètement bouleversé l'équilibre de la guerre. Est-ce que l'Amérique s'est adaptée? Non. Est-ce qu'elle a même compris que ça se produisait? Non. Parce qu'une grande partie du système reposait sur d'énormes sommes injectées dans le complexe militaro-industriel américain, puis redistribuées à l'intérieur du système américain. Avec les monopoles qui se formaient, tout le monde y trouvait son compte. Alors on a préféré continuer sans rien changer. Mais aujourd'hui, ce paradigme a clairement montré ses limites. En Iran, c'est d'ailleurs le même paradigme qu'on a transmis à Israël. Israël ne l'a pas toujours eu, d'ailleurs. Ben Gurion en avait un tout autre. Il disait très clairement, Israël est un petit pays, géographiquement. Sa population est relativement faible et son économie aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de grandes armées permanentes professionnelles. Nous ne sommes pas assez nombreux pour ça. Donc il faut une petite armée professionnelle permanente et s'appuyer sur les réservistes. Et il a aussi dit très clairement que dans la pensée de Clausewitz, la guerre n'était pas une fin en soi. La guerre faisait partie de la politique. On avait un objectif politique et la guerre pouvait en être un élément ou pas, comme Clausewitz l'avait expliqué et comme Ben Gurion l'avait repris. C'était donc une approche très différente. Mais à partir du 7 octobre, Israël a complètement changé de cap, à 180 degrés, et a adopté ce qu'ils appellent la sécurité permanente. Cette idée de sécurité permanente vient en quelque sorte du choc du 7 octobre, de l'idée que le Hamas avait infligé à Israël une sorte d'holocauste, un nouvel holocauste. Et cela voulait dire que la Shoah n'était pas un événement du passé, quelque chose de lointain dans le temps, mais qu'Israël se trouvait toujours au seuil d'une nouvelle Shoah, et que par conséquent, il devait prévenir toute nouvelle Shoah en tuant, en commettant un génocide ou en expulsant toute personne perçue comme une menace. C'était, si vous voulez, une forme de légitimation des idées d'Amalek et de cette manière de penser messianique. On retrouvait donc, si vous voulez, un aspect militaire de cette pensée chez les Israéliens plus laïcs, les Israéliens plus séculiers. Et de l'autre côté, il y a cette manière de penser plus messianique qu'on retrouve surtout à droite, et qui est arrivée avec le nouveau gouvernement. Elle coïncide avec cette doctrine de sécurité, et elle voit dans l'idée de prendre l'ensemble du Grand Israël par la force militaire, par l'occupation et par la victoire, une forme de rédemption, en fait, la mise en œuvre concrète de la rédemption. Alors, les messianiques peuvent le voir d'une certaine façon, et les plus laïcs peuvent concevoir la rédemption d'une manière un peu plus globaliste. Mais au fond, les deux partagent la même vision. Cette fusion entre la sécurité permanente et cette idée, si l'on veut, d'un élan messianique vers la conquête de tout le Moyen-Orient, y compris l'Iran, pour achever la rédemption et la faire avancer. Alors ça aussi, ça va échouer.
Parce que, tout comme l'Amérique a découvert les limites de cette façon de faire la guerre, Israël en découvre les siennes. Les responsables militaires là-bas, les experts, disent clairement « on ne peut pas continuer comme ça ». Comme Ben Gurion l'avait prédit, on ne peut pas tenir. On est trop petit. Il nous faudrait 6 ou 7 armées israéliennes, en plus de celles qu'on a, pour pouvoir mener une guerre à travers tout le Moyen-Orient et prévenir toutes les menaces possibles. Si on continue sur cette voie, on va s'effondrer, on va imploser. Le chef d'état-major a d'ailleurs dit non au gouvernement, il n'y a pas si longtemps. Il a averti que l'armée israélienne était au bord de l'implosion. Il a dit « J'ai mis 10 voyants rouges devant vous ». Because I put 10 red lights before you, he said. We're going to implode if we go on like we are going. We don't have men for the tasks that are required of us. And so it's already a crisis and a really important divide in doctrine in Israel, which I don't think is noticed so much widely. This is really significant, but it has huge significance for America and the greater world too, because Trump is being told by Netanyahu, no, you must continue the war. The war, of course, is for Israel's war for precisely the ends I've just described, of either a messianic or a military establishment of redemption, in whatever terms, language you wanted to call it, to establish that, and saying that Trump must do it and finish the job by destroying Iran, who threatened that whole concept of a redemptive greater Israel. But in doing this, Trump also... Mais en faisant ça, Trump détruit aussi une grande partie de l'économie mondiale et de l'économie américaine, et il détruit la réputation des États-Unis. Parce que le reste du monde a vu cet effondrement, cette doctrine de sécurité permanente mise en place, et il n'aime pas ça, il en est écœuré. Vous savez, il voit les enfants, et c'est très clair. La doctrine de sécurité est claire. On ne peut pas laisser des enfants grandir pour devenir des terroristes. Il faut prévenir toute menace potentielle. Alors il diffuse ce message. Mais qui va payer le prix de cette guerre? Eh bien, l'Iran, bien sûr, et les civils iraniens, mais aussi l'ensemble des États-Unis, qui vont être dévastés, ne serait-ce que sur le plan économique et en termes d'image. Are going to be devastated by this. And it's going to change the world, basically. Et ça va, en gros, changer le monde. Et si ça dure un certain temps, on pourrait voir des gouvernements changer en Europe et ailleurs, à cause, en quelque sorte, de l'implosion des États-Unis. Si ça devient un vrai problème, une catastrophe économique, c'est un peu comme une étoile nova dans notre cosmos qui explose soudainement. Et là, on a une énorme quantité de particules et d'énergie qui se libèrent. Mais toute cette énergie, c'est une énergie destructrice, dangereuse, et les particules le sont aussi. Donc on se retrouvera avec une situation très instable à l'échelle mondiale à cause de tout ça. Alastair, avant de conclure cette session, comment voyez-vous la situation dans la région en ce qui concerne les relations entre l'Iran et les pays du CCG? Lavrov, il y a tout juste quelques instants avant ce direct, a déclaré que l'un des objectifs de l'agression contre l'Iran était d'empêcher la normalisation des relations entre l'Iran et les pays arabes. Et nous avons eu récemment 2 rapports. L'un, publié dans le Wall Street Journal, affirmait que les Émirats arabes unis frappaient secrètement certaines cibles en Iran. Le second, de Reuters, disait que l'Arabie saoudite faisait la même chose. Et on a beaucoup entendu parler de l'Arabie saoudite, qu'elle se préparait, qu'elle essayait de convaincre Donald Trump de poursuivre la guerre et de frapper les cibles, de terminer le travail contre l'Iran, tout ce genre de discours. Alors, où en est-on aujourd'hui entre les pays du CCG et l'Iran, après tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Eh bien, je pense qu'il y a, comme d'habitude, une sorte de réflexe occidental, si je peux l'appeler comme ça,
face à ce genre de situation qui consiste à attiser le sectarisme. Et je crois que c'est assez évident à Bahreïn où beaucoup de religieux chiites, y compris des hauts dignitaires, ont été arrêtés et d'autres chiites sont toujours détenus. Aux Émirats arabes unis, je crois qu'ils ont récemment fait la même chose. 21 religieux ont été arrêtés, dépouillés de leurs biens. Les Émirats auraient aussi expulsé environ 15 000 chiites pakistanais qui travaillaient là-bas en leur confisquant leurs affaires, leurs comptes bancaires et en les renvoyant du pays. Ce sont là des signes vraiment inquiétants. Et c'est, encore une fois, le même type de réaction habituelle. Je l'ai vu tellement de fois, depuis l'Afghanistan et dans toute la région, cette résurgence d'un salafisme radical. Même si aux Émirats arabes unis, ce n'est pas du salafisme à proprement parler, c'est plutôt une forme de laïcité radicale, une hostilité à toute expression d'islamisme politique, telle qu'ils l'aperçoivent. Je pense que c'est un vrai danger si cette guerre continue. Je crois que la solution qui va être retenue aujourd'hui, celle que la Chine et la Russie envisagent, c'est qu'il faut une architecture de sécurité, un accord de sécurité dirigé par les États du Golfe eux-mêmes. Cette idée existe depuis un moment. Je me souviens en avoir parlé avec certaines personnes il y a quelques années, et il y a déjà des traces de cette coopération, par exemple des exercices navals impliquant l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres initiatives du même genre. Et l'Iran a toujours soutenu cette idée. Mais l'idée, je pense, et là je suppose, plus que je ne peux vraiment le prouver, c'est que du point de vue russe et chinois, ils seraient très contents si tout cela ne concernait pas les États-Unis, d'aucune manière. Ils aimeraient voir les États-Unis sortir du Moyen-Orient. Et je pense qu'au fond, c'est probablement vers ça qu'on se dirige, en termes de relations internationales. Et je crois que la Chine a déjà commencé à construire certaines relations, une sorte d'entente, si on veut, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il y a environ 2 ans, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être sur les dates au moment de leur première rencontre, mais ils ont bien établi une entente. Quant aux Émirats arabes unis, enfin non, je devrais dire plutôt Abu Dhabi, parce que je suis sans doute un peu trop catégorique en parlant des Émirats dans leur ensemble. Je veux dire, les Émirats arabes unis, c'est un ensemble de cheikhs, pas vraiment un État unifié, même si sur certains aspects ça fonctionne un peu comme tel. Mais je pense qu'Abu Dhabi va clairement s'y opposer. Et à mon avis, il va se retrouver assez isolé dans son extrémisme. Bahreïn, on connaît tous la situation là-bas. Un petit royaume dirigé par une élite sunnite, au-dessus d'une population majoritairement chiite. Je pense que la question la plus intéressante n'est pas vraiment celle-là, parce que, oui, on voit bien où ça va, mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce qui me semble plus intéressant, c'est l'Irak. L'Irak, lui, a une importante population chiite. Cette population a été galvanisée par ce qui se passe en Iran. On le voit très clairement dans le Hashad et dans l'état d'esprit général. Mais elle est paralysée. Elle est complètement liée par le fait que toutes les ressources financières de l'Irak sont détenues dans une banque à New York et que le pays n'a le droit de dépenser que ce que Washington l'autorise à dépenser. Les Américains gardent la main dessus et les traitent comme des écoliers, en leur donnant de l'argent de poche. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va continuer? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un bouleversement. Mais ça, à mon avis, ça changera tout l'équilibre du Golfe. Les États du CCG, tels qu'ils sont aujourd'hui, paraîtront bien petits face à un Irak qui se rapprocherait de l'Iran. Je veux dire, ça aurait vraiment du poids dans le contexte du Moyen-Orient. 2 grands pays, avec beaucoup de ressources, beaucoup de population. Donc je pense en fait que ça pourrait être un élément clé.
Et si les États-Unis commencent à quitter leur base, parce que beaucoup d'États du Golfe les voient maintenant non plus comme un élément de protection, mais plutôt comme une vulnérabilité, parce qu'elles deviennent des cibles au lieu d'être un atout de sécurité. Eh bien, s'ils quittent la plupart des États du Golfe dans cette région, pourront-ils rester en Irak? Ils quittent déjà la Syrie. Je pose juste la question. C'est trop tôt pour le dire. Mais je pense que c'est ça qui sera vraiment intéressant dans le contexte géopolitique. But I think that's what will be very interesting in the geopolitical context. Yeah, sure. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Alastair, d'être avec nous aujourd'hui. Rendez-vous sur complexforum.substack.com et abonnez-vous là-bas. Alastair, encore une fois, c'est toujours un vrai plaisir. Great pleasure, as always. Oh, Oh, merci. C'était un vrai plaisir pour moi. thank you. Merci.